Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va faire un exercice du bac 2022. Valoriser l'énergie cinétique d'une rame de métro. Donc je vous rappelle, de la classe de première, vous avez fait les études énergétiques des systèmes mécaniques et on va faire un petit rappel dans un chapitre, donc prochainement dans un chapitre, je vais faire un exercice de la partie énergie. Donc je vais vous rappeler des énergies cinétiques, potentiel de pesanteur et l'énergie mécanique. Mais là, pour l'instant, je vous rappelle que l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est liée au mouvement et qui est donnée par EC égale 1 demi mv carré. Donc elle est liée, donc si un système de masse m a une vitesse v, à limite d'une vitesse v dans un référentiel bien déterminé, son énergie cinétique, ou bien l'énergie qui est liée à son mouvement, est donnée par 1 demi mv carré. Dans cet exercice, on va voir l'évolution de la vitesse, on va étudier l'évolution de la vitesse, et on va reprendre la définition de la puissance, et on va utiliser le repère de Freinet. Donc, les transports publics de proximité, tramway, métro, bus, sont caractérisés par une succession de petits trajets et d'arrêts fréquents. Pour l'optimisation de la dépense énergétique, il est intéressant de récupérer l'énergie cinétique du véhicule durant une phase de freinage afin de la restituer pour aider au redémarrage. Il existe plusieurs dispositifs permettant de stocker de l'énergie électrique dans le contexte des systèmes de transport. Donc, je vous invite, dans chaque exercice du bac, de bien lire la donnée. Il s'agit là alors d'exploiter alors l'énergie cinétique. Donc, il faut se rappeler que le système possédant une certaine vitesse possède une forme d'énergie qui est l'énergie cinétique. Et on va utiliser cette énergie pour la stocker. C'est une des méthodes de stockage de l'énergie, c'est le stockage de l'énergie qu'on va voir donc déjà dans le cadre de l'enseignement scientifique. Vous avez étudié ça, les modes de stockage de l'énergie. L'exemple de la rame du métro parisien de la ligne 14. La trajectoire de la rame entre les stations Châtelet et Gare de Lyon est considérée comme rectiligne et horizontale. Il nous précise alors la nature du mouvement, donc la trajectoire, c'est une trajectoire rectiligne. La masse m d'une rame avec passagers du métro de la ligne 14 est 1,4 par 10 à la puissance 5 kg. On a la masse du système, on a le mouvement qui est rectiligne, et il nous présente dans la première figure l'évolution de la vitesse en fonction du temps. On voit bien qu'il existe trois phases, une phase pendant laquelle la vitesse augmente, puis une phase où la vitesse est constante, et enfin la troisième phase où la vitesse diminue en fonction du temps. Dans le premier tableau, il nous présente des caractéristiques données sur les systèmes de stockage d'énergie, différents systèmes de stockage, batterie, supercondensateur, volant d'inertie. Donc, pour chaque type, on a l'énergie d'un élément, la puissance d'un élément, donc l'énergie qui peut être stockée, et la puissance, la masse de cet élément, le volume, donc le volume qui va nous donner une idée sur la place qu'il va occuper, et le rendement. Et dans la figure 2, on a un schéma du principe du système de stockage inertiel. Le système SSI, donc le système de stockage inertiel, c'est un volant d'inertie, donc c'est un système qui a une certaine masse, donc qui va stocker l'énergie sous forme d'énergie cinétique de rotation. Donc si on communique à cette masse une forme d'énergie, on peut stocker d'après la rotation déjà de ce cylindre, on peut stocker l'énergie sous forme d'énergie cinétique de rotation. Caractériser le mouvement de la rame, donc pour la première question, avec les termes adaptés pour les trois phases du graphique représentant la vitesse de la rame en fonction du temps. On sait déjà que pour les trois phases, le mouvement est rectiligne, mais il s'agit là d'utiliser les termes accéléré, uniforme ou bien décéléré. Pour la première phase, donc rectiligne horizontale pour les trois phases. Pour la première phase en particulier, c'est un mouvement accéléré.
La deuxième phase, on voit bien que la vitesse est constante, donc c'est un mouvement uniforme. Et pour la troisième phase, le mouvement est ralenti ou bien décéléré. Donc, il suffit de regarder l'évolution de la vitesse en fonction du temps, la valeur de la vitesse, comment elle évolue en fonction du temps. Question 2. Déterminer l'expression puis la valeur de la puissance moyenne maximum récupérable lors de la phase de freinage. Commentez cette valeur par comparaison à une autre situation concrète du quotidien. Donc il s'agit tout d'abord de déterminer la puissance maximale qui peut être récupérée. Il est nécessaire alors de se rappeler de la définition de la puissance. La puissance, c'est une énergie sur une certaine durée. Donc la puissance récupérée, c'est pendant combien de temps, donc quelle est la quantité d'énergie que je peux récupérer pendant une certaine durée delta t. L'énergie là qui est stockée, donc l'énergie qui est liée au mouvement de la rame, c'est une énergie cinétique. Donc la rame possède une énergie cinétique. Cette énergie cinétique qui est donnée à un instant donné entre la phase, donc pendant la deuxième phase, entre l'instant 10 secondes et 160 secondes, la vitesse est constante. Et donc l'énergie cinétique que possède cette rame de métro est bien connue. Donc EC égale 1/2 mv carré. On sait la masse, on sait la vitesse. Cette énergie sera donc récupérée par le système pendant une certaine durée qui est la durée de freinage. Donc P récupéré égale à EC sur delta T. Or EC c'est 1/2 mv carré et delta T c'est la durée pendant la phase de freinage qui s'étale de 160 à 175. Donc la vitesse c'est 55 km/h. Il faut la convertir en mètres par seconde pour avoir l'énergie en joules. Donc pour passer de km/h en mètres par seconde, on divise par 3,6. Voilà alors la puissance récupérée, c'est 1,415, ça c'est la masse, fois la vitesse au carré, la vitesse bien convertie en mètres par seconde, sur 2 delta t. Delta t, c'est t final moins t initial, c'est 175 moins 160. On obtient une puissance en watts qu'on peut la convertir en mégawatts, donc c'est millions de watts. 1 mégawatt, c'est 10 à la puissance 6 watts. Donc, est-ce que c'est une puissance qui est énorme, qui est petite? Voyons voir de la vie courante, donc déjà du quotidien. On sait qu'une ampoule, par exemple, de basse consommation a une puissance de 10 watts. Mais aussi un réfrigérateur a une puissance de 300 watts, qui est bien plus petite que la puissance récupérée là dans ce cas. Donc il suffit de dire que les puissances usuelles des situations du quotidien sont généralement très inférieures à la puissance récupérée dans ce cas. Donc on a une puissance qui est énorme dans le cas de la rame de métro, ce qui est évidemment normal. Question 3. Déterminer si la puissance moyenne minimale, P, nécessaire au démarrage de la rame, est supérieure ou inférieure à la puissance récupérée. Donc pour le démarrage de la rame de métro, on regarde alors la première phase. La première phase qui nous indique que la vitesse augmente de 0 à 55 km/h. Donc on a besoin de la même quantité d'énergie pour démarrer, pour atteindre la vitesse 55 km/h. Mais regardez la première phase. La première phase s'effectue pendant une durée de 10 secondes. Or, on sait que donc, pendant la phase de démarrage, on vient de voir que la durée est de 15 secondes. On sait que la puissance, c'est l'énergie sur la durée. Or, la même quantité d'énergie est nécessaire pour démarrer la rame de métro. Donc, il faut communiquer à la rame du métro la même énergie cinétique que pendant la phase que l'énergie qui sera restituée alors pendant la phase de démarrage, de freinage. Mais la durée est beaucoup plus courte. Puisque la durée est courte, la puissance nécessaire pour le redémarrage est plus grande que la puissance récupérée. La valeur de l'énergie maximale récupérable lors du freinage est d'environ 4,5 kWh. Donc, il faut noter bien que kWh, c'est l'unité d'une énergie, c'est le kilowatt qui est la puissance, fois heure, fois la durée, donc qui est l'unité de temps. Question 4. À partir des informations du tableau ci-dessus, donc, on reprend le tableau là, présentant des données des systèmes de stockage d'énergie,
choisir le système de stockage le moins encombrant. Le moins encombrant, donc, il faut voir le volume. Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. Donc, il s'agit là d'une prise d'initiative. La démarche suivie est évaluée et nécessite donc d'être correctement présentée. Donc, il faut bien justifier le choix. Il faut bien expliquer, par exemple, si on va parler du volume, il faut bien expliquer pourquoi on parle du volume. Donc là, il s'agit de comparer les différents types de stockage, donc les différents modes de stockage, et il faut stocker alors 4,5 kWh. Donc, il faut calculer le volume nécessaire pour chaque système et voir quel est le système le moins encombrant. Donc, par exemple, là, pour une batterie, on sait que l'énergie d'un seul élément est de 162 Wh. On peut stocker alors 162 Wh pour chaque élément. Il s'agit alors de calculer le nombre d'éléments nécessaires et de voir alors le volume total. On sait déjà le volume d'une seule unité. Voyons alors, pour la batterie, le volume d'une seule unité, c'est de 1,51 décimètres cubes. Alors que cette même unité peut stocker 162 Wh, soit 0,162 kWh. Et il nous faut alors combien de batteries? Il nous faut E maximal divisé par E, soit, dans ce cas, un nombre n, et le volume total qu'occupera ces batteries serait alors n fois le volume d'une seule unité, soit 42 décimètres cubes. On répète la même chose pour les deux types de stockage, les deux autres types de stockage. Le supercondensateur, on voit un volume total de 9,612. Et pour le volant d'inertie, on va comparer alors les trois volumes. Le système le moins encombrant parmi ces trois serait alors celui qui occupe le volume le plus petit, soit les batteries. Donc les batteries occuperont alors le volume le plus petit pour récupérer cette quantité d'énergie. En pratique, c'est le volant d'inertie qui est privilégié, et ce, malgré son encombrement. En s'appuyant sur les données à disposition, proposer une explication à ce choix. Donc, on voit bien que le volume le moins encombrant, c'est celui des batteries. Mais alors, pourquoi on va privilégier le volant d'inertie? C'est tout simplement à cause de l'énergie qui serait récupérée par ce dispositif. Donc, le volant d'inertie possède bien sûr la plus grande puissance. Or, pour mettre la rame de métro en mouvement, il nous faut alors une puissance qui est très forte. De plus, le volume pour stocker l'énergie est relativement faible. Donc même si c'est un volume qui est très important parmi les trois types de stockage, c'est un volume qui est faible relativement à la rame de métro. Donc on va privilégier ce type de stockage. Donc là, on a bien vu que ce n'est pas le système le moins encombrant, mais c'est en regardant l'énergie qu'il peut stocker, on peut voir qu'il a la puissance la plus importante. Donc la puissance de l'élément, il faut regarder la deuxième colonne. Donc la puissance du volant d'inertie, c'est 3,3 par 10 à la puissance 4 watts. On passe à la question 6. Sélectionnez parmi les 4 schémas ci-dessous celui qui représente correctement les vecteurs vitesse VA et accélération d'un point A de la périphérie du volant d'inertie en rotation, lorsque la vitesse de rotation du rotor diminue. Donc on est dans le cas d'un mouvement circulaire qui est ralenti. Donc voyons alors le premier schéma. Pour le schéma A, on voit directement que le vecteur accélération n'est pas tourné vers l'intérieur de la courbure. Donc il faut éliminer directement ce choix. Voyons alors le schéma C juste en dessous. C'est le cas d'un mouvement circulaire uniforme. On voit bien que le vecteur accélération est centripète radial. Donc c'est un mouvement circulaire uniforme. La composante tangentielle dans ce cas est nulle. Alors pour avoir un mouvement qui est circulaire mais dont la valeur de la vitesse change, il faut regarder un vecteur accélération. Tout d'abord, le vecteur vitesse est bien dans les 4 cas, le vecteur vitesse est bien porté par la tangente et dans le sens du mouvement, donc on n'a aucun problème pour la vitesse, pour l'expression ou bien pour le vecteur vitesse dans ce cas, mais le vecteur accélération doit avoir une composante tangentielle, mais aussi une composante tangentielle
qui est négative. Il faut avoir dV sur dt qui est négative. Ou bien aussi on peut penser à un produit scalaire A scalaire V qui doit être négatif. On voit directement que c'est le cas du schéma B. Mais comment expliquer ça? Il faut tout d'abord dire que le vecteur accélération dans la masse de Freinet a deux composantes, dVA sur dt suivant ut, ou bien uto, et v2 sur r suivant un. Or, pour avoir un mouvement qui est varié, qui n'est pas uniforme, il faut avoir une composante tangentielle qui n'est pas nulle, et en particulier dans ce cas, dans le cas d'un mouvement qui est ralenti, dv sur dt doit être négatif. Donc, c'est le seul cas où on a une composante qui est négative pour dv sur dt, c'est celui présenté pour le schéma B. Donc, dans le schéma B, on a une composante du vecteur accélération, d'une composante tangentielle qui est négative. Le cylindre du SSI a un rayon R égale 35 cm et tourne à une vitesse constante. La valeur de la vitesse du point A est alors VA égale à 280 mètres par seconde. Exprimez et calculez la valeur de la composante normale AN du vecteur accélération dans le repère de Freinet. Comparez cette valeur à celle supposée connue de l'intensité de pesanteur. Donc, tout d'abord, il s'agit de calculer AN. On sait que AN égale à V2 sur R, sur le rayon. On a le rayon, on a la valeur de la vitesse, on peut directement calculer, il faut faire attention aux unités, le rayon est en mètres et la vitesse en mètres par seconde. On voit bien que la valeur de l'accélération dans ce cas est beaucoup plus importante que l'intensité de pesanteur. Donc l'intensité de pesanteur qui est 9,8 mètres par seconde moins 2. Ce qui signifie que cette rame de métro est soumise à une force qui est énorme. On verra par la suite dans le deuxième chapitre, là on va faire la deuxième loi de Newton, que la force est proportionnelle à l'accélération. Et par suite, cette rame de métro qui est soumise à une force qui est énorme, à une accélération qui est énorme, doit être constituée de matériaux qui peuvent supporter cette accélération. Donc, il doit être, donc, comme commentaire à ça, et il faut avoir des matériaux extrêmement solides qui constituent cette rame. Donc, je vous souhaite bon courage et bon travail pour la suite. Et il faut faire toujours des exercices pareils du bac.